La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Donc, bonjour tout le monde. C'est Andréane Blais du Conseil régional de l'environnement au Centre du Québec. Est-ce que, tout d'abord, j'aimerais savoir si vous nous entendez bien. Donc, pour ce faire, je vous invite dans la boîte à droite de votre écran, dans la ligne questions, à nous indiquer si vous nous entendez. Je vois que déjà certains participants ont indiqué oui, donc c'est parfait. Donc, dans le fond, je vais vous expliquer en même temps la boîte questions là, que vous avez pour poser vos questions. Vous pouvez indiquer par écrit vos questions dans cette petite boîte et on va y répondre seulement à la fin. Indiquez clairement votre nom ainsi que le numéro de la diapositive s'associant à la question. Ça va nous aider à la fin là, pour répondre à votre question. Puis vous comprenez aussi qu'on va y aller par ordre de priorité là, que les gens ont posé leurs questions. Si à la fin, vous insistez pour poser votre question verbalement, on va pouvoir le faire. Là, les micros sont fermés pour le moment et on pourra réouvrir les micros. Là, donc, dans les boîtes de questions, vous allez juste indiquer que vous avez une question à poser verbalement, puis on pourra réouvrir vos micros. Aujourd'hui, donc, on vous souhaite la bienvenue. C'est dans le cadre des rendez-vous de la classe que vous pouvez assister au webinaire, donc une série de 7 webinaires qui concernent le merveilleux projet de l'Atlas des Basses-Terres du Saint-Laurent que M. Jobin va pouvoir vous détailler dans quelques instants. M. Jobin, justement, qui est notre conférencier, notre premier qui brise la glace, et travaille à Environnement Canada et est titulaire d'un baccalauréat en biologie de l'Université Laval et d'une maîtrise en biologie de l'Université d'Ottawa. M. Jobin est spécialisé en évaluation et conservation des habitats depuis plus de 20 ans. On a vu circuler là, de nombreux rapports là, que M. Jobin a fait dans les dernières années. Ses travaux récents au sein du Service canadien de la faune portent sur l'évaluation de la dynamique des habitats et des paysages dans le sud du Québec, de même que sur le développement de plans de conservation d'habitat pour les oiseaux migrateurs et les espèces en péril. Donc, la présentation de M. Jobin va être disponible suite au webinaire et le webinaire est aussi enregistré. Donc, vous allez avoir accès là, aussi souvent, autant que vous voulez, revoir le webinaire là, dans les journées qui vont suivre. Et le webinaire va se retrouver sur le site Internet du Réseau des milieux naturels du Québec et sur celui du Conseil régional de l'environnement. Donc, on vous souhaite un bon webinaire et je cède la parole à M. Jobin. Alors, merci beaucoup, Andréane, et merci aussi à Delphine, là, vous deux, d'avoir préparé cette série de webinaires pour présenter le projet d'Atlas des milieux naturels d'intérêt dans les Basses-Terres du Saint-Laurent. C'est un gros projet, un gros travail d'équipe, et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt et d'attente. Donc, c'est vraiment très apprécié de nous donner l'opportunité d'utiliser vos réseaux pour présenter le projet d'Atlas. Un court survol du plan de la présentation. Je vais faire une mise en contexte du projet. Pourquoi on fait cet atlas-là? Je vais décrire certains outils qui ont été développés au cours des 2-3 dernières années qui nous servent de base pour l'atlas. Ensuite, je vais y aller directement avec l'atlas, présenter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça contient et à quoi ça peut servir. Puis, je vais vous parler des prochaines étapes. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Je veux juste m'assurer que, Andréane, tu m'entends bien. Oui? Bon, bien, je continue. Alors, c'est le plan de la présentation. Le contexte du projet, le projet s'inscrit dans la planification du plan d'action Saint-Laurent, qui est une entente fédérale provinciale qui roule depuis la fin des années 80. Habituellement, c'est des ententes de 5 ans. Et le plan d'action Saint-Laurent actuel a été signé en 2011 pour une période de 15 ans avec des planifications de projets sur 5 ans. Donc, on est dans la deuxième portion de l'entente fédérale provinciale actuelle. Il y a 3 thèmes principaux dans les projets qui sont inscrits au plan d'action Saint-Laurent. Il y en a un qui vise la conservation de la biodiversité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a plusieurs projets qui visent la qualité de l'eau et il y a des projets sur les usages au niveau de la navigation, par exemple, ou de la baignade publique. Donc, dans le volet biodiversité, il y a 3 grands volets. Dans le thème biodiversité, il y a les milieux d'intérêt écologique, les espèces envahissantes et les changements climatiques.
Et le projet sur lequel on travaille actuellement est dans le volet sur les milieux d'intérêt écologique, donc aider à outiller les communautés et les organisations pour la conservation des milieux naturels dans le Saint-Laurent. Bon, le territoire d'études, au débord du fleuve Saint-Laurent comme tel, on a décidé de travailler à l'échelle de l'écorégion des Basses-Terres, ou de la province naturelle des Basses-Terres du Saint-Laurent, l'endroit où bon, il y a les plus fortes pressions anthropiques, mais l'endroit aussi où la biodiversité est importante, où il y a des regroupements importants d'espèces en péril aussi. Donc, notre territoire d'études est les Basses-Terres du Saint-Laurent. Et dans ce territoire-là, bon, on ajoute la région de Coville, qui est près de la frontière de New York, qui n'est pas dans les Basses-Terres comme tel, mais qui est quand même un haut lieu d'importance pour certaines espèces, dont des salamandres. Et il y a tout l'archipel de l'île aux Grues qui est inclus dans le projet d'Atlas sur lequel on parle. Puis le volet aquatique s'étend jusque dans le coin de Rivière-Ouelle, dans l'estuaire fluvial. Donc, il y a deux grands objectifs au projet sur lequel on travaille. Il y en a un, le premier, c'est d'identifier les sites d'importance de la conservation de la biodiversité. C'est l'Atlas comme tel, un projet qui a démarré en 2014. Puis, il y a un deuxième volet au projet. Un deuxième objectif, c'est de venir en soutien aux organismes qui sont impliqués dans la conservation des milieux naturels et on veut aussi développer des stratégies de mise en œuvre dans les prochaines années. On a déjà commencé à y travailler. Ces deux volets, l'Atlas, l'identification des sites et les stratégies de mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle un plan de conservation. Ce n'est pas juste d'identifier des sites d'importance, on va aller une étape plus loin puis de faire de la mise en œuvre concrète sur le terrain. Donc, pourquoi un autre plan de conservation? On s'est fait poser la question souvent, il y en a plusieurs plans de conservation qui ont été faits. En fait, ce qu'on vise avec ce projet-là, c'est un peu une mise à jour du plan écorégional que Louise Gratton avait fait avec Conservation de la nature en 2010. Mais en utilisant des données beaucoup plus récentes et beaucoup plus précises, on ajoute des types d'écosystèmes qui n'étaient pas considérés dans les premiers plans de conservation, donc par exemple les friches ou les écosystèmes aquatiques. On va faire une analyse intégrée de la priorisation des différents types d'écosystèmes et suite à la production de l'Atlas, on va faire une analyse de la connectivité du territoire à l'échelle des Basses-Terres. Ça va nous aider à déterminer des sites à restaurer. Et enfin, ce plan-là, ben, il y a quand même certaines régions des Basses-Terres où il n'y a pas une grande planification de la conservation. Donc, le travail sur lequel on travaille va permettre de combler certaines lacunes au niveau spatial dans la planification. Vous allez voir plus loin, il y a une équipe derrière tout ça qui est assez diversifiée, multidisciplinaire. Un projet d'Atlas comme ça aide à combler les besoins de différents intervenants en conservation, que ce soit autant du fédéral, du provincial que le municipal. Chacun a ses objectifs et ses besoins pour la conservation des milieux naturels. Je pense qu'un Atlas comme celui-ci peut aider à répondre à des besoins très diversifiés, tant au niveau de l'Atlas qu'au niveau des outils qui ont été développés dans les dernières années. Un mot pour dire que le projet s'inscrit dans une démarche d'analyse qui s'appelle les normes ouvertes pour la conservation, c'est les Open Standards. C'est une démarche d'analyse qui est une démarche par étape qui est adoptée maintenant par la plupart des organisations en conservation, que ce soit par Canada, Conservation de la nature ou différentes organisations aux États-Unis. C'est mondial, en fait. C'est une démarche d'analyse par étape qui nous permet de bien déterminer les actions de conservation les plus pertinentes en fonction des menaces et des besoins de conservation qui sont identifiés. Donc, cette démarche-là nous permet de bien cadrer sur qu'est-ce qu'on veut conserver, où les conserver, quelles sont les menaces qui affectent ces milieux-là qu'on veut conserver. On qualifie les menaces, on se fait des scénarios de changement, donc il y a toute des chaînes de résultats et de scénarios qui nous permettent d'identifier vraiment les actions de conservation qui sont les plus pertinentes. Si on avait $1 à investir, ça serait où ce serait mieux à investir. Puis ensuite, ben là, c'est là qu'entrent en jeu les stratégies de mise en œuvre et toute la rétroaction qui vient avec ça. Donc, je ne serai pas plus loin au niveau des normes ouvertes pour la conservation, mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est de la gestion adaptative, puis je pense que c'est un outil qui va nous aider beaucoup à déterminer qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour la conservation. Bon, je vais vous parler un peu de 3 outils qui ont été développés depuis 2-3 ans pour nous aider à développer l'Atlas à l'échelle des Basses-Terres. Donc, il y a une cartographie de l'occupation du sol qui a été complétée, il y a un répertoire des aires protégées, des mesures de conservation, et il y a un répertoire des projets d'identification des milieux naturels ou
un répertoire des plans de conservation existants. Donc, le projet d'occupation du sol, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a colligé et on a rassemblé les couches d'informations les plus pertinentes, les plus actuelles pour les différentes thématiques d'utilisation des terres, donc la cartographie détaillée des milieux humides de Canard et Limité, les cartes écoforestières du CIEF, les données agricoles de la financière agricole et d'Agriculture Canada, le réseau hydrographique du MDDE-LCC, etc., etc. Donc, on a pris les couches d'informations les plus actuelles et il y a eu un gros traitement géomatique pour colliger toutes ces informations-là, une superposition des différentes couches, différents traitements géomatiques pour lisser les différents polygones. Puis le gros travail, c'est de mettre à jour l'information qu'on retrouve sur les cartes écoforestières. Donc, il y a un gros travail de photo-interprétation et de mise à jour des cartes du CIEF. Bon, les cartes du CIEF, c'est le 4e décennal, mais il y a certaines cartes que les photos aériennes ont été prises à la fin des années 2000. Il y a eu quand même beaucoup de changements depuis. Par exemple, ici, on voit certains boisés qui sont présents sur les cartes du CIEF actuellement, mais qui sont disparus. Donc, on voit ici là, que les zones en vert ont disparu. C'est un travail manuel de photo-interprétation qui se fait. Un autre exemple ici, où il y a une zone urbaine qui s'est développée à l'intérieur d'une forêt. Donc, ça nous permet d'actualiser la couverture des cartes écoforestières à partir d'images récentes, que ce soit des images satellites ou des images Google Earth d'à peu près 2016. Donc, c'est un gros travail qui était fait ici par l'équipe de Mathieu Allard, puis c'est un produit qui est, à mon avis, exceptionnel. On voit ici, il y a 8 ou 9 grandes thématiques. Il y a 22 classes générales associées à ces grandes thématiques-là. Puis ça se décline en plus à peut-être une soixantaine de classes détaillées. Le niveau de résolution est extrêmement fin. On parle d'à peu près 0,3 hectares. Donc, c'est une cartographie en format vectoriel. Juste pour vous donner un exemple, un peu ici dans le coin de Saint-Amable, on voit le détail de la classification. Ici, c'est le secteur des échangeurs à Charny, où on peut clairement distinguer tous les milieux urbanisés, les friches, les forêts, etc. Le détail est très, très fin. Puis, cette cartographie-là va être publique. Elle est actuellement publique. On est en train de travailler sur le rapport méthodologique et la description des métadonnées. Les données vont être disponibles à l'échelle de Brassard du Saint-Laurent, mais on peut aussi aller télécharger les données pour chacune des régions administratives, si on ne veut pas être trop surchargé par la quantité de données. Puis, on vise un téléchargement autonome. Ça veut dire que les données vont être disponibles sur le site Internet d'Environnement Canada. Il va y avoir des liens dans différents sites, là, des différents ministères provinciaux, le site du plan d'Action Saint-Laurent, etc. On pense que fin hiver, début printemps, tout ce déploiement-là pour la diffusion publique va être effectif. Mais il y a quand même possibilité de transférer des données à la pièce dès maintenant si quelqu'un a besoin absolument de cartographie détaillée pour sa municipalité ou sa MRC. C'est quand même possible de livrer la donnée en attendant que toute l'infrastructure soit disponible. Un deuxième outil qui a été développé, c'est un répertoire des aires protégées et des autres mesures de conservation en terre privée. Donc, il y a comme 2 volets à ce projet. Il y a les aires protégées qui sont sur le registre des aires protégées du Québec et les autres mesures de conservation en terre privée. Bon, les aires protégées comme telles, la donnée existe dans le registre des aires protégées. On parle par exemple de parc national, réserve nationale de faune et autres. C'est un registre qui est quand même bien connu. Une image des sites qui sont répertoriés dans le registre en date d'il y a quelques mois pour le territoire du plan d'Action Saint-Laurent. Donc, on parle de 23 statuts différents, puis de peut-être 1300 sites qui sont dans le registre du NDE-LCC. Le deuxième volet, c'est un répertoire des mesures complémentaires de conservation en terre privée. Puis ça, c'est un gros travail de contact, de prendre le téléphone puis de contacter les gens pour savoir qu'est-ce que vous avez comme aire protégée en terre privée. Il y avait une grande lacune au niveau d'avoir un portrait complet des aires protégées en terre privée. Puis il y a eu un gros travail de fait dans les 2 dernières années pour aller faire un répertoire de ces milieux-là. On parle ici de 8 mesures de conservation. Ce n'est pas des aires protégées qui sont dans le registre. Il peut y avoir certains doublons avec les aires protégées dans le registre, mais en général, c'est toutes des données nouvelles qui sont colligées. Donc ici, on a la liste des 8 mesures de conservation qui ont été
considérés. Et à ce jour, il y a au-dessus de 1000 sites qui ont été répertoriés dans le répertoire des autres mesures de conservation pour un total d'environ 50 000 hectares. Le territoire couvert, c'est le territoire du plan d'action Saint-Laurent. Ça déborde aussi au niveau des Appalaches. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un module d'auto-inscription qui a été développé récemment où si une nouvelle terre est acquise par un organisme, on peut aller inscrire ce nouveau territoire-là dans le module d'auto-inscription, tant au niveau de la donnée géospatiale que des attributs qui sont associés à ce milieu-là. Donc, le répertoire des mesures, ce n'est pas seulement des centroïdes, on parle de polygones, d'habitats et d'attributs, et une géodatabase qui est associée à tout ça. Bon, les deux volets du projet sont disponibles sur deux plateformes différentes. Sur le site de l'Observatoire global du Saint-Laurent, on va retrouver les données du registre des aires protégées du provincial. La donnée qui est sur le GSL est en cours de validation actuellement. Puis, les mesures de conservation en terre privée sont disponibles sur le site du RMN. Donc, c'est un outil très intéressant. Et un troisième outil qui a été développé, c'est qu'on a fait un répertoire des plans de conservation et des projets de priorisation des milieux naturels qui ont eu lieu dans le sud du Québec entre la période de 2000 à 2016. Encore ici, ça a été un travail de contact par téléphone, par courriel pour aller chercher tous les plans de conservation qui pouvaient avoir été produits à l'échelle d'une municipalité ou d'une MRC ou d'un bassin versant ou pour une espèce en péril comme telle. Donc, les ONG ont été contactés, les ministères, les MRC, les municipalités. Il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez actuellement qui ont été contactés. Puis, on visait à faire le répertoire des plans de conservation d'habitat, des plans de conservation d'espèces, la cartographie des milieux humides, et on a aussi récolté les données géospatiales associées à ces plans-là pour faire des traitements par la suite, des traitements intégrés pour l'ensemble des bases terres. Donc, au-dessus de 180 projets qui ont été recensés sur une période d'environ 3 ans. Ça couvrait toutes les basses terres du Saint-Laurent et les Appalaches, donc la Gaspésie, l'Estrie, Canton de l'Est, etc. Donc, il y a 180 projets qui ont été recensés. Puis, dans l'application cartographique, il y a moyen d'aller cliquer sur un projet avec la souris. Puis, le territoire d'étude du projet s'affiche. Puis, il y a une boîte d'informations qui va s'afficher sur le côté où on peut aller chercher un résumé du projet, la méthodologie utilisée, les résultats. Et s'il y a un lien PDF vers le document sur Internet, ben, on peut cliquer sur le lien et aller chercher directement le rapport qui est associé au plan de conservation. Donc ça nous a permis de nous aider beaucoup pour aller déterminer quels étaient les critères de priorisation qui avaient été identifiés, les seuils qui avaient été retenus pour les différents types d'écosystèmes et autres. Ça a été une source d'information très importante pour nous aider à produire notre atlas des milieux naturels d'intérêt. Le répertoire des plans de conservation est disponible aussi sur l'OGSL, l'Observatoire global du Saint-Laurent, dans l'onglet « Usage côtier ». Donc, je vous invite à aller visiter tous les sites Internet que je viens de vous parler pour aller voir si quelque chose peut vous intéresser dans votre région. Donc, on parle de ces 3 outils-là, mais il y a tout aussi une analyse des données, des revues de littérature qui ont été faites pour nous aider à produire de l'atlas. Il y a toute la théorie derrière l'écologie de paysage et la biologie de la conservation. C'est un gros travail d'analyse et de synthèse pour produire de l'atlas des territoires d'intérêt. Puis, je rentre dans le vif du sujet. On parlait des 2 objectifs du projet en début. L'atlas des territoires d'intérêt pour la conservation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça contient? Je vous en parle à l'instant. Premièrement, c'est important de dire que c'est un travail qui est fait en collégialité avec plusieurs intervenants de différents ministères. Comme je disais d'entrée de jeu, le plan d'action Saint-Laurent, c'est une entente fédérale provinciale. Ici, les principaux ministères qui sont impliqués pour le projet, c'est Environnement Canada, c'est moi qui est le coordonnateur de l'équipe. Puis, il y a plusieurs personnes du MDDELCC, du MFFP, qui sont impliquées dans le projet directement pour différents volets de la détermination des sites d'intérêt. Il y a des groupes de conservation qui sont impliqués depuis le début, Conservation de la nature, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, le Bureau d'écologie appliquée, c'est trois joueurs importants qui participent à plusieurs étapes du projet.
Puis, il y a Mme Louise Gratton, là, qui a une grande expérience en planification de la conservation et au niveau de ses connaissances botaniques, qui est une aide précieuse pour nous aider tout le long du projet. Bon, ça, c'est l'équipe centrale du projet, mais il y a quand même des experts de différentes organisations qui sont consultés à la pièce quand on a besoin d'avis, que ce soit sur des regroupements d'essences, par exemple, pour les milieux forestiers ou pour la détermination de critères de priorisation. Il y a toujours eu des échanges d'informations avec ces experts-là. On a eu un atelier qui a réuni peut-être 80 personnes il y a 2 ans pour démarrer le projet. Donc, il y a une très grande expertise très diversifiée qui appuie le projet. Puis ça, c'est extrêmement apprécié. Puis je remercie tout le monde. Bon, la vision du projet de l'Atlas, je ne la lirai pas parce que c'est quand même assez long. J'ai juste mis en rouge des mots importants qui donnent un peu le parfum du projet. On parle d'écosystème fonctionnel, on parle d'espèces en péril, de conservation d'habitat, de réseau écologique. Donc, il y a toute une question de connectivité. Puis, action concertée, ça veut dire la mobilisation des gens en région pour essayer de faire atterrir la conservation de façon plus efficace. Donc, on parle d'éléments de fonctionnalité des écosystèmes, de représentativité, d'unicité, d'engagement. On est dans les premières étapes pour produire l'Atlas, mais les étapes d'engagement vont venir là, dans les prochaines années. Bon, qu'est-ce qu'on veut conserver avec cet Atlas-là? Ce qu'on appelle les cibles de conservation, c'est un jargon, des normes ouvertes pour la conservation. Les principaux éléments sont des grands types d'écosystèmes qu'on veut conserver. Donc, il y a 5 grands types d'écosystèmes, les milieux forestiers, les milieux humides, les milieux ouverts, autant les friches que les cultures pérennes, les milieux aquatiques et riverains et le système fluvial. Ça, ce sont les 5 grands types de conservation qui sont visés par l'Atlas. Ce qui est assez novateur dans le projet, c'est que traditionnellement, les plans de conservation existants visaient beaucoup les milieux forestiers, les milieux humides. Là, on s'attaque à des éléments qui étaient un peu négligés ou oubliés. Toute la matrice agricole, les milieux aquatiques et riverains, il y a eu beaucoup d'avancées récemment au niveau de la cartographie de ces milieux-là. Donc, ce sont des éléments intégrés et considérés à part entière dans le projet d'Atlas. Pour chacune de ces cibles-là, il y a une personne responsable de faire l'analyse des données, de contacter les experts et tout. Pour le milieu forestier, c'est Olivier Pfister du MDLCC qui est responsable de la cible des milieux forestiers. Pour les milieux humides, c'est Daniel Lachance. Les milieux ouverts, c'est moi. Les milieux aquatiques et riverains, c'est Marie-Josée Côté, aussi au MDLCC. Et pour le système fluvial, c'est M. Martin Jolivier du MFFP qui est responsable de cette cible-là. Donc, on voit que c'est quand même assez diversifié. Ça couvre la grande majorité des types d'écosystèmes qu'on retrouve dans les basses terres du Saint-Laurent. Puis, pour la conservation, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est un objectif de représentativité, c'est-à-dire qu'on veut aller déterminer les parcelles d'habitat prioritaires de chacun de ces 4 grandes cibles-là jusqu'à l'atteinte d'un seuil de 20 de représentativité. Qu'est-ce que ça veut dire, 20 de représentativité? Ben, en fait, le 20 il fallait se donner une cible. On s'est donné une cible de 20 qui est basée sur le seuil de 17 d'Aichi. On est un petit peu plus conservateur et c'est tant mieux. Donc, cette représentativité-là, de quelle façon elle s'exprime? C'est que le territoire des basses terres du Saint-Laurent a été découpé en 20 contextes de mise en place régionaux, tout dernièrement par l'équipe du MDDELCC. Ce n'est pas un regroupement comme les ensembles physiographiques, c'est un regroupement de districts écologiques basé sur les types de dépôts et la mise en place de ces dépôts-là et des sédiments dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, il y a 20 contextes qui ont été décrits, qui sont aussi déclinés selon les 3 provinces qu'on retrouve dans les basses terres. Et l'objectif de représentativité qu'on veut atteindre, c'est que pour chacun des contextes de mise en place, on va aller déterminer les 20 des différents types de milieux humides, par exemple 20 des marais, 20 des tourbières, 20 des prairies humides, qu'on peut retrouver dans chacun des contextes de mise en place, puis ça va être ces milieux-là qui vont être déterminés comme étant prioritaires pour la conservation. Donc, on le fait pour chaque type de milieu humide, pour chaque type de regroupement de type écologique et de groupement d'essence des forêts. On le fait pour les friches, puis on le fait pour les milieux aquatiques et riverains aussi. Ça veut dire que si, par exemple, dans un contexte particulier, par exemple, dans le coin de la Beauce, parce qu'il y a un seul marais qui est retrouvé dans ce milieu-là, mais ce marais-là va sortir comme étant important pour la conservation.
L'unité d'analyse qui est retenue pour l'identification des sites d'intérêt, bon, pour les milieux forestiers, on parle de fragments forestiers de 10 hectares et plus qui sont non fragmentés par des éléments d'importance comme les routes. Pour les milieux humides, ce sont les complexes de milieux humides de 1 hectare et plus à partir de la carte détaillée de Canard Limité. Pour les friches, on garde les friches de 5 hectares et plus auxquelles on ajoute un critère d'habitat d'intérieur parce qu'on veut éliminer les friches qui sont trop linéaires, toutes les haies brise-vent, les bandes riveraines qu'on peut retrouver qui sont des milieux arbustifs, mais qui ont quand même beaucoup d'intérêt pour la conservation. Mais pour la détermination de friches d'importance à prioriser, on s'est concentré sur les friches qui couvrent une certaine superficie en n'ayant pas une forme trop disparate. Pour les prairies agricoles, là, on parle de fourrage et de pâturage, ce qui s'appelle culture pérenne. La priorisation se fait à l'échelle des ensembles topographiques du cadre écologique de référence, le 5e niveau du cadre écologique. On n'ira pas prioriser des parcelles de foin, par exemple, parce que, bon, il y a une rotation des cultures, ces milieux-là sont très dynamiques, mais on vise à prioriser des matrices agricoles ou des paysages qui peuvent être intéressants pour la biodiversité, particulièrement pour les oiseaux champêtres. Et pour les milieux aquatiques et riverains, ben, notre unité d'analyse est les unités écologiques aquatiques là, du cadre de référence hydrologique du Québec. Donc, ce sont nos 5 unités qui sont retenues pour notre priorisation. Et de quelle façon on détermine les sites d'importance à conserver pour aller atteindre notre objectif de 20 dans chacun de nos contextes de mise en place? Bien, il y a 2 étapes. Une première étape, c'est une étape de sélection. C'est bien important, les mots de la sélection et de la priorisation. La sélection, c'est l'identification ou la détermination de sites qui sont incontournables pour la conservation. Ça veut dire que ce sont des sites très importants qu'on ne veut pas perdre, qu'on ne veut pas échapper, qu'on a dans notre poche arrière, puis qu'on dit ça, ce sont des sites qui sont très, très importants pour la conservation, des incontournables. Puis si, à partir de nos critères de sélection, on n'a pas atteint notre objectif de 20 dans chacun des contextes, bien là, on va aller faire une priorisation des parcelles restantes jusqu'à l'atteinte de l'objectif de 20 dans chacun des contextes de mise en place. Donc, les critères de sélection qui sont retenus, il y en a 5 comme tels, qui s'appliquent différemment selon les cibles. On travaille à l'échelle des milieux forestiers, des milieux humides, des friches et des milieux aquatiques et riverains pour la sélection. Le premier critère, c'est les aires protégées publiques et privées, le répertoire dont je vous ai mentionné tantôt. Toutes les parcelles d'habitat qui sont entièrement incluses, qui sont incluses en partie ou contiguës à une aire protégée, vont être retenues comme étant des parcelles d'importance à retenir dans la classe des territoires d'intérêt. La même chose avec les écosystèmes forestiers exceptionnels. Les écosystèmes forestiers exceptionnels rares et anciens sont retenus. L'objet de ça, c'est de déterminer les sites à conserver en priorité, mais aussi de créer une zone tampon qui va permettre d'avoir une intégrité un peu plus grande à ces milieux-là. Donc, en identifiant les sites d'intérêt qui touchent à ces milieux-là, bon, ben, ça va permettre de cibler la conservation vers des sites qui sont en périphérie de ces milieux d'intérêt-là. Un autre critère de sélection, c'est les données floristiques pour les espèces en péril, autant pour les plantes, les données pour les plantes et la faune. Pour les occurrences floristiques, il y a tout un travail qui a été fait avec les experts du CDPNQ pour aller déterminer les occurrences qui sont prioritaires à conserver à l'échelle des basses-terres du Saint-Laurent. Donc, il y a une analyse très fine des occurrences, autant au niveau de la rareté des espèces à l'échelle des basses-terres qu'au niveau de l'indice de biodiversité qui est calculé pour ces espèces-là. Donc, il y a eu un gros travail de fait pour aller déterminer les 800 quelques occurrences d'intérêt prioritaire pour la conservation. À ça aussi s'ajoutent les habitats essentiels des espèces en péril qui sont publiés sur le registre public d'Environnement Canada là, dans le cadre de la loi sur les espèces en péril. Donc, il y a un travail qui a été fait pour aller déterminer les habitats convenables à l'intérieur des polygones d'habitats essentiels de ces espèces-là. Donc, ce sont des éléments incontournables à conserver. Au niveau des occurrences fauniques, on a fait le même traitement pour les habitats essentiels des espèces en péril qui sont sur le registre public. Donc, on est allé déterminer les habitats convenables qu'on retrouve dans les polygones d'habitats essentiels pour les données fauniques. S'ajoutent à ça les occurrences du CDPNQ et des occurrences et des données d'observation aussi qui sont extraites de sources, de différentes sources d'informations comme le fichier Borac pour les amphibiens reptiles ou le fichier SOSPOT
pour les oiseaux qui sont en péril. Donc, on a contacté les différentes équipes, autant du MFFP, d'Environnement Canada, MDDLCC, pour avoir l'avis d'experts pour nous dire quelles sont les occurrences d'importance qui doivent être conservées. Puis, ce sont ces occurrences-là qui nous servent de critères de sélection. Donc, et c'est incontournable à illustrer dans l'Atlas. Et enfin, un cinquième critère de sélection, ce sont les parcelles d'habitat irremplaçables. J'en ai glissé un petit mot tantôt. C'est un logiciel qui s'appelle C-Plan, qui fait des analyses de représentativité. Donc, on fait une analyse pour aller déterminer, par exemple, le seul marais qu'on va retrouver dans le contexte de mise en place de la Beauce, par exemple. Ben, si on a un seul marais, sa valeur de C-Plan va être égale à 1. Puis, on va le sortir du sac, on va dire ça, c'est un site très important, incontournable à conserver. Donc, toutes les parcelles d'habitat où la valeur du C-Plan va être égale à 1 vont être retenues comme étant des parcelles d'habitat irremplaçables. Donc, ça, c'est les critères qui ont été retenus pour aller faire la sélection de nos sites incontournables. Puis, si on n'atteint pas notre objectif de 20% pour chacune de nos contextes de mise en place, mais c'est là qu'entre en jeu une analyse de priorisation des parcelles restantes. Donc, il y a un travail de détermination de critères de priorisation, d'amalgame de ces critères-là à l'intérieur d'analyses multicritères, différentes mécaniques d'analyse au niveau de la normalisation des données ou autres. La priorisation comme telle est propre à chacun des types d'écosystèmes, puis c'est basé essentiellement sur des analyses géomatiques à partir de la carte détaillée de l'occupation du sol ou la carte du réseau hydrographique qui était développée au MDDELCC. Je ne rentrerai pas en détail dans les résultats de chacune des cibles. Je vais juste vous donner un petit avant-goût, une petite mise en bouche, parce que les webinaires qui s'en viennent vont détailler la source des données, l'analyse et les résultats pour les différentes cibles. Ça, ici, on voit un exemple d'un critère de priorisation qui est le pourcentage de forêt mature qu'on retrouve à l'intérieur d'un fragment forestier pour la région du centre du Québec. C'est un des critères parmi plusieurs qui ont été considérés pour la priorisation. Le prochain webinaire a lieu le 30 janvier. C'est Olivier Pfister du MDDLCC qui va vous le présenter. Il va vous entretenir en détail sur les méthodes de priorisation des milieux forestiers. Pour les cultures pérennes, comme je disais tantôt, l'unité d'analyse est l'ensemble topographique du cadre écologique de référence. Ce qu'on veut, c'est de prioriser des secteurs ou des paysages où la matrice agricole est favorable à la biodiversité et plus particulièrement aux oiseaux champêtres. Donc, il y a des critères qui ont été déterminés, des critères de priorisation des ensembles topographiques basés, par exemple, sur le ratio entre les cultures pérennes et les cultures annuelles. Il y a des critères de proximité de milieux humides pour favoriser la nidification des élevages à sauvagines. Tous ces critères-là sont considérés dans une analyse multicritère et ça nous permet d'avoir une image sur les régions où le paysage est plus propice pour les oiseaux champêtres et la biodiversité en général dans les paysages agricoles et agroforestiers des basses terres. Donc, en vert foncé, on voit, c'est vraiment sur le piémont des Appalaches et des Laurentides et plusieurs secteurs de Port-Neuf et du Bas-Saint-Laurent qui sortent comme étant des secteurs d'intérêt pour ces oiseaux-là. C'est une analyse qui est quand même novatrice. C'est le genre de choses qui n'ont pas été encore faites dans le sud du Québec. Je pense que ça va nous aider à considérer les espèces en péril qui s'en viennent. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux champêtres qui sont maintenant désignées en péril. Ça va nous aider à orienter la conservation dans les régions les plus propices. Bon, moi, je vais faire le webinaire le 13 février sur les milieux ouverts. Donc, je vais vous entretenir plus en détail sur les méthodes de priorisation de ces milieux-là. Pour les friches, bon, on extrait les friches qu'on juge adéquates en fonction des deux critères là, pour déterminer nos friches adéquates, donc les friches de 5 hectares et plus et qui ne sont pas trop linéaires. Puis, on a 5 critères de priorisation qui ont été déterminés pour aller classer la valeur de conservation des friches en fonction soit de critères de forme ou de proximité aussi de milieu humide, par exemple. Donc, ici, on voit très bien là, que le secteur du parc industriel de Bécancour sort comme étant une région de haut intérêt pour les friches là, dans la région du centre du Québec. Encore là, je vais vous entretenir sur les méthodes et les détails et les résultats de l'analyse des friches là, dans un mois.
Pour les milieux humides, bon, ben, c'est Daniel Lachance et son équipe qui ont travaillé sur la priorisation des milieux humides. Ici, on voit un exemple de la valeur hydrologique des milieux humides qui est basée sur 4 critères, que ce soit, je n'irai pas en détail dans tout le détail des critères qui ont été utilisés par Daniel, mais c'est juste pour vous montrer un exemple du gradient de la valeur de conservation de ces friches-là en fonction ici, de la valeur hydrologique pour une MRC. Ce travail-là est fait à l'échelle des basses-terres, donc Daniel aussi va vous présenter le résultat de ces analyses à la mi-mars. Puis ici, on voit une image là, de la cartographie et de la cartographie des unités écologiques aquatiques, qui est l'unité de base pour la cible des écosystèmes aquatiques et riverains. Ici, on voit une image là, du nombre d'occurrences de faune par tronçon, par unité écologique aquatique. Ici, sur l'image, on ne voit pas la rive nord du fleuve, mais cette cartographie-là est en train d'être complétée. Et encore là, il y a des critères de priorisation qui sont appliqués aux différentes unités écologiques pour aller déterminer les sites d'importance pour la conservation du milieu aquatique. C'est des critères qui vont considérer autant le milieu environnant de ces unités-là que certaines données à l'échelle du bassin versant. Ça, c'est Marie-Josée Côté qui va vous en présenter les résultats le 27 mars. Donc, on a vu ici un exemple pour les 4 cibles qui sont sélectionnées et priorisées. Il y a d'autres éléments d'importance qui doivent être considérés si on veut conserver l'ensemble de la biodiversité dans les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, il y a des éléments qui vont être illustrés comme étant des éléments d'importance. Donc, il n'y aura pas d'analyse de priorisation ou de sélection pour ces milieux-là. C'est une détermination de sites d'importance qui vont être illustrés comme étant des sites additionnels à conserver, à illustrer dans l'Atlas. Des exemples, ici, je ne présenterai pas tout, mais les alvars sont des milieux secs, des milieux ouverts sur des pots calcaires qu'on retrouve beaucoup en Outaouais et en Montérégie. Il y a beaucoup de plantes en péril qui se retrouvent dans ces milieux-là. Les alvars vont être illustrés comme tels, comme étant des sites d'importance pour la conservation. Il y a un travail pour déterminer les colonies d'oiseaux d'importance pour la conservation. Par exemple, la héronnière de la Grande Île de Berthier, c'est la plus grande héronnière en Amérique. Il y a un grand besoin de conserver. Il y a plusieurs sites de nidification d'espèces d'oiseaux en péril qui vont être aussi illustrés, qu'on parle de sites de martinières ramoneurs ou de colonies d'hirondelles de rivage. Ça va être des données ponctuelles qui vont être illustrées dans l'Atlas. Les hibernacles de chiroptères aussi, il n'y en a pas beaucoup dans l'échelle des basses-terres. Ce n'est pas un milieu où la topographie est très, très diversifiée, mais il y a quand même quelques hibernacles retrouvés dans les basses-terres qui vont être illustrés aussi comme des sites d'importance. Et il y a tout le volet milieu aquatique, la 5e site de conservation du système fluvial. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Il n'y aura pas d'analyse de priorisation comme telle ou de sélection, mais il va y avoir des éléments d'importance qui vont être identifiés et illustrés dans l'Atlas. On parle ici d'écosystèmes aquatiques exceptionnels. C'est un peu le pendant des EFE, mais pour le milieu aquatique. On parle ici, par exemple, de delta de rivière ou de fosses profondes qu'on peut retrouver dans le Saint-Laurent où il y a une diversité de poissons quand même assez intéressante. Il y a tout le volet espèces en péril, espèces à situation précaire, les frayères, les sites d'alvinage de différentes espèces qui vont être illustrés comme tels dans l'Atlas. Puis il y a tous les habitats côtiers et riverains du lac Saint-Pierre, là où ça c'est un incontournable, qu'on ne peut pas échapper parce on est quand même très familier de la problématique des habitats aquatiques et des milieux humides au lac Saint-Pierre. Donc, les sites d'importance vont être illustrés dans l'Atlas. Ici, un exemple là, pour le système fluvial, les habitats de reproduction du Grand Brochet. C'est des polygones d'habitats comme tels qui vont être illustrés dans l'Atlas. Puis, bon, ben, au même titre que les 4 premières cibles que je vous ai détaillées, ben, Marc Mingelbier du MFFP va nous faire un webinaire le 10 avril pour nous parler de la priorisation des habitats aquatiques dans le système fluvial. Donc, on voit ici qu'on a quand même plusieurs grands types d'écosystèmes qui sont considérés. Il y a des équipes d'experts qui sont appliquées à déterminer les sites d'intérêt pour chacune des cibles. L'étape qui suit, c'est la création de noyaux de conservation. C'est qu'on veut intégrer tous les sites qui sont identifiés autant par la sélection que la priorisation, que l'illustration, à l'intérieur d'une analyse multicible où on veut aller déterminer sur le terrain où sont les concentrations importantes
et diversifier des écosystèmes qui vont être priorisés. Donc, on est en train de travailler sur la méthodologie d'identification de ces noyaux de conservation-là. On appelle ça une analyse multicible. On va considérer en plus les aires protégées et les mesures de conservation existantes pour aller identifier les noyaux d'intérêt. Puis c'est à partir de ces noyaux-là qu'on va probablement orienter l'analyse de la connectivité à l'échelle des bassins du sol. Comment relier ces noyaux-là dans une deuxième étape du projet. Ça va être le dernier webinaire de la série des rendez-vous de l'Atlas. Ça va avoir lieu le 17 avril. C'est Louise Gratton qui va nous présenter la méthode d'analyse multicible et la création des noyaux de conservation. Donc, à terme, quand l'Atlas va être terminé, puis qu'on va avoir fait une analyse de connectivité pour les basses terres, ce qu'on souhaite, c'est de proposer un réseau écologique fonctionnel où on va pouvoir illustrer les sites qui sont importants à conserver, les sites à restaurer pour augmenter la connectivité et le déplacement des espèces dans les basses terres, etc. Donc, ultimement, ce qu'on vise, c'est de produire un portrait un peu comme l'image qu'on a ici, mais à l'échelle des basses terres, qui va vous permettre de déterminer les sites à conserver, à restaurer et à connecter. Donc, si on revient aux objectifs du projet, les deux objectifs qu'on avait au début, c'était un, l'Atlas, puis deux, c'était le soutien aux organismes et les stratégies de mise en œuvre. Bon, comment on veut faire atterrir l'Atlas pour finaliser le plan de conservation? Bien, avec les outils qui ont été développés, on veut utiliser ces outils-là et les rendre le plus disponibles aux organisations. Donc, les produits qui sont faits dans le cadre de l'Atlas, c'est des travaux connexes. Bon, il y a la cartographie détaillée de l'occupation du sol qui est disponible, qui va être, je pense, un outil très important pour quiconque veut faire des analyses géospatiales et des analyses de paysage dans les basses terres. Ça va être disponible. Il va y avoir l'Atlas comme tel, il va y avoir des cartes, des rapports, des données géospatiales qui vont être associées aux sites prioritaires. Cet atlas-là va être aussi disponible en ligne. Il va y avoir les rapports méthodologiques qui vont soutenir ces produits-là. Puis il y a tout un programme de suivi de l'état des écosystèmes à l'échelle des basses terres. J'en ai pas parlé encore, mais il y a tout le développement d'un réseau de suivi basé sur des indicateurs pour voir, bon, on va avoir fait une analyse de la situation actuelle de nos écosystèmes à l'échelle des basses terres. On va se donner des indicateurs pour voir dans 20 ans, dans 50 ans, quel sera le portrait de ces milieux-là à l'échelle des basses terres. Ça, c'est tout le volet suivi et monitoring là, dans la démarche des normes ouvertes pour la conservation. La conservation, c'est quelque chose qui se fait à long terme. On ne parle pas de 2 ans, 5 ans, c'est sur des décennies. La mise en place d'un programme comme ça, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Donc, on va s'en reparler dans 20 ans. Ici, je parle de diffusion des résultats. Bon, tantôt, j'ai parlé de la carte de l'occupation du sol, mais il y a aussi toute l'Atlas comme tel avec les rapports méthodologiques. On vise aussi un téléchargement autonome sur Internet. Il y a encore des discussions à avoir sur la plateforme qui va être utilisée. Je pense que dans un premier temps, il va peut-être y avoir de la distribution à la pièce, mais en passant probablement sur le site d'Environnement Canada comme la carte d'occupation du sol. Puis peut-être qu'éventuellement, on va partager l'information sur des plateformes comme DataBasin, là, où il y a des regroupements de diffusion de l'information et de données géospatiales pour des projets de planification de la conservation là, un peu partout dans le monde. Donc, il va y avoir, les données vont être disponibles par Internet, puis il va y avoir aussi beaucoup de rencontres, de présentations dans des colloques, des conférences. Il va y avoir tout un blitz publicitaire pour diffuser et rendre public l'Atlas. Quand on parle, l'autre volet, c'est les stratégies de mise en œuvre. Bon, ben, en rendant disponibles ces données-là, ça va aider beaucoup les organisations impliquées dans la conservation sur le terrain à orienter ou bonifier ou complémenter les planifications existantes. On va avoir besoin aussi de rétroaction des gens. Puis les stratégies de mise en œuvre, bon, ben, on veut s'y attaquer aussi en fonction de nos propres besoins. Puis on va engager les gens en région pour essayer de travailler en collégialité pour essayer de maximiser les actions de conservation. Bon, on a commencé à réfléchir aux stratégies de mise en œuvre. La planification se fait à l'échelle des bâtiments du Saint-Laurent, mais le développement des stratégies de mise en œuvre vont probablement être faites à des échelles plus régionales, en fond, parce que
Les particularités qu'on trouve en Montérégie ne sont pas les mêmes que ce qu'on retrouve en Beauce, par exemple. Donc, selon les opportunités, les enjeux régionaux, ben, les stratégies de mise en œuvre vont être développées de façon régionale. Il y a différents items, différents éléments qui vont être considérés dans ces stratégies-là. Bon, il y a les menaces, l'imminence des menaces, la qualification des menaces qui va avoir été faite dans les premières étapes du projet, qui va nous permettre de déterminer les actions de conservation. Il va y avoir des analyses de résilience des écosystèmes à l'échelle des bassins, au changement climatique, à l'échelle des bassins du Saint-Laurent. On a déjà commencé à y travailler. L'argumentation liée aux services écologiques, je pense que ça va être incontournable parce que ce sont des milieux qui sont très importants pour le bien-être humain et les services rendus à la société. Je pense que ça va être des arguments de vente, si on peut dire, importants pour la conservation. Puis, étant donné que les stratégies de mise en œuvre vont être appliquées de façon régionale, ben, ça va être un travail de longue haleine, mais je pense qu'il faut y aller au cas par cas pour aller consommer les différents milieux en fonction autant de la valeur écologique des sites que des menaces et des contraintes qui existent sur ces sites-là. Par exemple, un site qui aurait une valeur écologique faible, même élevée, où les menaces sont moins importantes, c'est peut-être des actions de sensibilisation qui seraient à considérer ou à prendre, à considérer pour ces milieux-là, si les menaces sont faibles. À l'opposé, si on a un site très haute valeur écologique où les menaces sont importantes, bien, il y a peut-être urgence d'agir et puis peut-être acquérir ce site-là pour la conservation à perpétuité. Donc, il va y avoir des analyses au cas par cas qui vont être faites dans le développement des stratégies de mise en œuvre. Un mot sur les actions que le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec a fait dans la dernière année. C'est un acteur important pour nous aider à développer nos stratégies de mise en œuvre. Il y a déjà eu 4 ateliers de travail pour aller tâter le pouls des acteurs ou des gens qui sont connaissants des enjeux de conservation pour ces différentes thématiques-là. Il y a eu un atelier sur la conservation de la biodiversité en milieu agricole en janvier. Il y en a eu un sur la conservation avec les municipalités en mars. Il y a eu un atelier sur la conservation des milieux humides avec les municipalités en novembre dernier, en lien avec la nouvelle loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Puis il y a aussi eu une journée de réflexion avec des agronomes pour voir comment on peut orienter la conservation des matrices agricoles dans un paysage dynamique là, comme les paysages agroforestiers. Donc, il y a des ateliers qui ont été faits, il y a des rapports qui ont été produits pour ces différents ateliers-là. Les résultats de ces ateliers-là, bon, ça va nous aider beaucoup à orienter le développement des stratégies de mise en œuvre de façon régionale. La conservation des milieux humides ou des matrices agricoles, comme je disais tantôt, en Montérégie, n'aura pas la même connotation que la conservation des champs de foin dans le Bas-Saint-Laurent, où il y en a quand même encore pas mal. Donc, qui est ciblé, qui sont les intervenants visés par les stratégies d'engagement puis par la classe? Bon, les MRC et les municipalités sont un public, je pense, très important pour faire atterrir la conservation sur le terrain. Si on peut essayer que ces milieux-là soient considérés dans les schémas d'aménagement ou les plans d'urbanisme, ça va être, je pense que ça va être quelque chose d'important, un gain important. Il y a toutes les ONG de conservation qui sont déjà très actifs sur le terrain, autant dans la planification de la conservation que dans les travaux comme tels de sensibilisation, de création de servitudes ou d'acquisition de terrain. Ça va les aider aussi dans leur prise de décision et dans leur proposition de projet des programmes de financement. Puis pour les gouvernements aussi, l'Atlas va nous aider à orienter nos actions de conservation, autant pour les oiseaux migrateurs, les espèces en péril, des milieux humides, là, entre autres avec la nouvelle loi sur la conservation des milieux humides. Je pense que l'Atlas va être une donnée de base très importante pour le développement des plans de conservation à l'échelle des MRC là, qui s'en viennent. Un petit tour pour un rappel des outils qui ont été développés, puis qu'est-ce qui est de nouveau avec cet atlas-là. Bon, il y a toute la cartographie détaillée de l'occupation du sol des basses terres qui est un outil, je pense, très utile puis qui va être très utilisé aussi.
Il y a tout le volet de cartographie de classification des unités écologiques aquatiques. J'en ai pas parlé beaucoup, Marie-Josée va vous en parler dans son webinaire. Mais il y a une première classification des unités écologiques aquatiques qui est un peu le pendant du code écologique de référence pour les milieux terrestres, mais là, on le fait pour les milieux aquatiques. Puis c'est une avancée très importante à l'échelle des basses terres, autant la cartographie que la classification de ces unités-là. Il y a tout le volet de contexte de mise en place régionaux qui vient d'être produit par la MDDLCC aussi, qui est nouveau. L'analyse des données floristiques et fauniques d'importance pour la conservation, ça aussi, c'est des avancées extraordinaires. Il y a eu un gros travail de création d'une typologie forestière pour associer les types écologiques du CIF avec les groupements d'essence pour aller déterminer peut-être 150 types forestiers qui peuvent être retrouvés dans les basses terres du Saint-Laurent. C'est à cette échelle-là que vont se faire les analyses de représentativité. Il y a des experts du MFFP, du secteur forêt qui ont été mis à contribution dans le projet. Puis il y a les répertoires des aires protégées, des mesures de conservation, le répertoire des plans de conservation, c'est aussi des outils qui ont été produits dans le cadre des atlas qui peuvent être utiles à beaucoup d'entre vous. D'autres outils, bon, ben, j'en parlais au début de la présentation, les friches, les milieux ouverts, les écosystèmes aquatiques, c'est des milieux qui étaient souvent peu considérés dans les plans de conservation passés. Ben, cet atlas-là nous permet de faire un pas en avant pour ces milieux-là et d'essayer de déterminer les secteurs d'importance pour la conservation. Puis, il y a toute la priorisation multi-cible, l'intégration des priorités des différentes cibles à l'intérieur d'une analyse intégrée qui va nous permettre de créer nos noyaux de conservation. Puis je pense que ça va être d'intérêt pour avoir un portrait des sites d'importance à l'échelle des basses terres. Puis, quelque chose d'important qui est quand même assez novateur, c'est que ce travail-là a été fait en collégialité avec des gens du fédéral, du provincial, il y a des ONG, il y a des experts, il y a différentes personnes qui sont de différents horizons qui sont mis ensemble pour développer un atlas qui répond aux besoins des différentes organisations. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau, puis d'assez porteur, puis qui est important à souligner. Je pense là, on a regroupé des experts des différentes organisations pour développer un atlas conjoint. Ça, je pense que c'est le contexte du plan d'action Saint-Laurent qui a voulu ça. Puis, il faut le souligner, ça donne de quoi un produit qui va être intégrateur. Puis, intégrateur, c'est ça. Puis, ben, toute la participation des experts de différentes organisations aussi qui nous épaulent à différentes étapes du projet. Ça aussi, il faut le souligner. Bon, les prochaines étapes, qu'est-ce qui s'en vient? À court et moyen terme, en fait, dans l'année 2018, on va finir l'Atlas. Là, on est en train de finaliser toutes les analyses de sélection et de priorisation. On pense finir l'Atlas quelque part en début du printemps, incluant les analyses multi-cibles. On souhaite faire aussi un exercice de validation des résultats de l'Atlas, aller chercher l'avis des gens en région, aller voir si l'Atlas fait du sens. Est-ce qu'on a échappé des morceaux? Est-ce qu'il y aura des choses à bonifier? La diffusion des résultats, ça va être un gros morceau cette année, autant dans le développement des plateformes Internet que la finalisation des rapports. Puis la région de l'Outaouais, là, ça, j'en ai pas parlé. Là, actuellement, les analyses se font pour les basses terres excluant l'Outaouais. La carte de l'Outaouais vient d'être terminée. On va s'attaquer à prioriser les 3 contextes de mise en place régionaux de l'Outaouais dans une deuxième étape dans les prochains mois. Puis, dans les années qui vont venir, ben là, ça va être la deuxième étape, le deuxième volet du plan de conservation qui va être le développement des stratégies de mise en œuvre, d'engagement des différents intervenants régionaux. On a déjà en main un rapport où on a une analyse préliminaire sur la résilience des écosystèmes des basses terres face au changement climatique. On va pousser ça un petit peu plus loin. On a commencé à développer des projets pour analyser la connectivité terrestre et aquatique à l'échelle des basses terres. C'est intéressant de parler de connectivité aquatique. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué d'entendre parler ici, hormis peut-être les travaux à Marc pour le système fluvial. Bon, on veut développer une analyse de la connectivité autant pour les milieux terrestres, par des réseaux de graphes ou autres, puis la connectivité aquatique aussi. Là. Donc ça va être une avancée très importante dans la prochaine année. Puis après ça, ben, la mise en œuvre, puis de la rétroaction, là, on tombe dans les mécanismes des normes ouvertes là, pour s'adapter puis de bonifier l'Atlas et la mise en œuvre en cours de route.
Je ne peux pas passer au côté de, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans. J'ai mis quelques logos ici. Peut-être que j'en ai oublié. J'ai pensé de mettre les noms de tout le monde qui a participé, mais ça sera dans le rapport. Il y a beaucoup de monde qui ont gravité autour de l'équipe centrale du projet. Je remercie beaucoup les différents intervenants. Puis il va se rajouter probablement bien des logos dans les prochaines années là, quand on va se lancer dans les stratégies de mise en œuvre. Donc, merci à tous, autant aux gens de l'équipe qu'aux experts externes. Puis bon, ben c'est ici que se termine la présentation. Là. Si vous avez des questions, commentaires, mon adresse courriel est ici. Vous pouvez me contacter. Il va y avoir les webinaires vont être enregistrés, donc je vais laisser le mot, la gestion des questions à Andréane. Alors, merci beaucoup pour votre participation, votre présence. Puis je vous invite au prochain webinaire. C'est sûr qu'on va se reparler. Merci. Un gros merci, Benoît, pour cette excellente présentation qui résume vraiment bien le projet de l'Atlas. Donc, avant de passer à la période de questions, juste vous rappeler le prochain webinaire du 30 janvier prochain sur la cible des milieux forestiers. Et aussi mentionner que le Réseau des milieux naturels du Québec tient un autre webinaire le 31 janvier sur le sens politique. Donc, quand on parle de stratégie de conservation, des fois des idées, puis le webinaire est offert par un élu. Donc, ça va être très intéressant. Pour les prochains webinaires, on vous invite à vous joindre ensemble, là, étant donné que c'est très populaire puis qu'on a atteint pour la grande majorité des webinaires le nombre limite de participants. Donc, si vous pouvez encore vous joindre ensemble dans un même lien d'inscription, là, on vous invite à le faire. Puis pour des fins statistiques, si vous êtes plusieurs dans une même salle, dans la barre de chatter, là, on vous invite à inscrire le nombre là, de personnes que vous êtes par salle pour nous indiquer le nombre de participants. Et pour ceux qui ne participeront pas au prochain webinaire, on vous rappelle qu'il va y avoir un forum sur les stratégies de conservation le 25 et 26 avril prochain à Drummondville. La programmation devrait sortir là, au courant du mois de février. Donc, on va passer à la période de questions. On a ici une première question, Benoît, qui est « Y aura-t-il une mise à jour constante du répertoire et de ses outils? » Ben là, on parle, je ne sais pas lequel répertoire exactement, parce que j'ai présenté 2 répertoires. Le répertoire, en fait, les 2 répertoires ont été mis à jour dans la dernière année. La première version du répertoire considérait la période 2000 à 2014. Puis il y a eu un travail pour mettre à jour le répertoire des plans de conservation pour la période 2014-2016. Ça a été fait cette année. Pour le répertoire des mesures de conservation, bien, il y a la plateforme d'auto-inscription en ligne qui est un outil, je pense, qui est important à diffuser et à publiciser. Actuellement, le répertoire qui est sur l'OGSL est en validation. La mise à jour est en train de se faire actuellement. C'est sûr que c'est des images statiques du portrait actuel. Bon, c'est un défi et peut-être, en fait, pas une lacune, mais c'est quelque chose qu'on est conscient. Là. Mais ce qui est actuellement présent, c'est pas mal, c'est très à jour. Mais je suis bien conscient qu'il sort des plans de conservation à tous les mois. Puis, c'est toujours intéressant de voir tout ce qui se passe partout. OK, mais merci. Une autre question sur la diapo numéro 5. Allez-vous attacher vos objectifs de conservation avec les MRC qui doivent déposer un plan de conservation des milieux humides et hydriques en fonction de la nouvelle loi? Ben, l'Atlas comme tel, c'est un Atlas qui vise à déterminer les sites d'intérêt pour la conservation pour l'ensemble des principaux types d'écosystèmes. C'est sûr que les résultats de la sélection et de la priorisation qui se fait pour la cible des milieux humides, je pense que ça va être un intrant très important pour les MRC qui sont situés dans les basses-terres du Saint-Laurent. On est parti de l'Atlas un peu pas en même temps que les réflexions se faisaient sur la loi sur la conservation des milieux humides. Mais les résultats de l'Atlas, je pense que ça va être un intrant très important pour orienter les plans de conservation à l'échelle des MRC. Parfait. Il y a plusieurs commentaires qui te félicitent de l'outil, que c'est un travail très colossal. Je ne passerai pas toutes, mais tu auras accès, Benoît, à l'ensemble de ces commentaires. Une autre question, diapo 41.
dans une perspective de vulgarisation, est-ce qu'il va y avoir l'adoption d'une charte graphique pour faciliter l'interprétation des résultats par type d'écosystème? Exemple, uniformiser les codes de couleur des cours d'eau vs des milieux forestiers. Je peux dire que oui, parce qu'on veut mettre à profit les graphismes et les gens qui publient des rapports au MD2LCC. Il y a déjà des produits qui ont été sortis où le niveau graphique est très, très beau. Puis, on veut uniformiser aussi tout le travail pour que ce soit quelque chose qui se tient en un seul morceau. Donc, c'est sûr qu'actuellement, il n'y a pas d'uniformité entre les différentes cibles, mais dans les prochains mois où on va produire le rapport et tout, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions pour s'organiser, pour que tout soit qu'il y ait un message commun. Parfait. Ça ne sera pas long. Je me familiarise avec les questions. Une autre question, diapo 32. Est-ce qu'il y a un gradient d'intérêt pour les sites qui ne sont pas dans le 20% des sites d'intérêt, donc le 80% qui reste? Oui, bien, chaque parcelle d'habitat va avoir on peut dire une valeur de conservation parce que les critères de priorisation et de sélection vont s'appliquer à l'ensemble des unités spatiales qui sont considérées là. Il faut s'entendre que l'analyse, par exemple, pour les forêts, se fait sur les fragments du secteur et plus. Il va y en avoir des dizaines de milliers à l'échelle des basses terres, mais chacun de ces dizaines de milliers-là va avoir une valeur de conservation qui va être calculée. Donc, le 20%, on va aller illustrer le 20%, mais les autres, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Il va y avoir une valeur de calculer à ces milieux-là. Ça, c'est certain. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès à ces valeurs-là par la suite. Oui, il n'y aura peut-être pas accès à toutes les données sources qui ont permis de calculer les critères, mais les sites qui vont être identifiés, oui, les gens vont avoir accès à ça. Parfait. Tout de suite après la diapo 35, avez-vous sélectionné seulement les sites ayant une valeur d'irremplaçabilité de C-Plant égale à 1 au départ? Car l'irremplaçabilité de C-Plant est normalement recalculée après chaque itération. Ben, je ne suis pas familier à 100% avec C-Plan, mais c'est sûr que dans nos critères de sélection, on retient comme incontournable les parcelles où la valeur de C-Plan va être égale à 1 pour chaque type de milieu humide, chaque type de forestier, dans chacun des contextes de mise en place régionale. Mais c'est ça. La question était posée par Jérôme Simon-Morin. Donc, Jérôme, si des fois tu as plus de détails, on pourra te mettre en contact. Là. Je sais que tu travailles beaucoup à ce niveau-là, donc on pourra te mettre en contact avec la personne responsable là, de C-Plan. Oui, ça va me faire plaisir. J'apprends cette méthode-là. Je trouve ça très intéressant. Puis, ça va être... Oui, moi, je suis très ouvert à en discuter, puis on pourra voir après. Là. On a une question qui est plus administrative des webinaires là, au niveau des participants. Donc, juste pour répondre, Benoît, je ne sais pas s'il est au courant, mais majoritairement, les participants du webinaire, c'est en majorité des MRC municipalités. Après ça, on a des organismes de conservation ou des organismes comme de type agence forestière, OBV. Et on a plusieurs gens aussi des différents ministères, dont le MTQ, MAPAC. Voilà, donc je passe à une autre question. La slide 45-46, est-ce que vous comptabilisez vos éléments à conserver à l'intérieur des unités de gestion ou sélectionner et prioriser à la pièce les habitats? Allez voir c'est quoi cette diapo-là. Donc, je vais la répéter. 45-46, est-ce que vous comptabilisez vos éléments à conserver à l'intérieur des unités de gestion? Lui, il cite comme par exemple les sous-bassins. Ou vous sélectionnez et priorisez à la pièce les habitats? Bien, c'est sûr que la création de nos niveaux de conservation, ça ne nous pas une unité spatiale pour colliger les sites priorisés dans chacune des cibles. On a justement une rencontre la semaine prochaine pour discuter de l'unité spatiale qu'on veut retenir. Peut-être que les ensembles topographiques qui sont utilisés pour prioriser les matrices agricoles pourraient être une unité spatiale intéressante, un découpage écologique. Ça pourrait être aussi des hexagones, comme ça a été fait pour l'Atlas de la biodiversité du Québec. La mécanique pour la création des noyaux et les analyses multicibles, on y réfléchit beaucoup. Ça va être le 17 avril que la réponse va sortir.
Une autre question, diapo 47. Donc, on veut savoir si on a tenu compte de la limite frontalière là, avec, par exemple, les États-Unis et si on va en tenir compte dans le cadre de nos analyses de connectivité. Pour la priorisation des cibles, oui, on a pris un buffer autour des basses terres pour calculer certains critères de priorisation. Pour la connectivité comme telle, on commence à y réfléchir. Je pense que l'analyse va se faire à l'échelle. Tu sais, la connectivité, c'est multi-échelle. Ça peut être à l'échelle d'un micro-bassin ou à l'échelle de l'Amérique du Nord. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix de considérer les grands noyaux forestiers qu'on retrouve dans l'État de New York, dans les Appalaches ou dans les Laurentides. Donc, ça, c'est certain. On a eu une rencontre à ce sujet-là la semaine dernière, puis faut déborder des basses terres parce que c'est pas un vaste tout. Là. Si on parle de connectivité puis d'adaptation au changement climatique, il faut voir qu'est-ce qui peut monter du sud vers le nord, par exemple. Donc, oui, on va le considérer. On nous demande qu'est-ce qui va être disponible, qu'est-ce qui est présentement disponible en ligne? En ligne, il n'y a rien. La cartographie de l'occupation du sol est disponible à la pièce si les gens veulent avoir accès à l'occupation du sol pour certaines régions. On pense que d'ici fin de l'hiver, peut-être avant, toute la donnée de l'occupation du sol va être en ligne. L'Atlas, on pense plus au printemps. Excuse-moi, je viens de cliquer là, les outils qu'on a développés, le répertoire des plans de conservation, le répertoire des mesures de conservation, ça, c'est tout sur le site de l'OGSN et le site du RMM. Là. Donc, ça, c'est en ligne déjà. On nous demande, je ne sais pas si tu es capable de répondre, mais quelqu'un nous dit qu'il y a un projet de canard illimité dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je ne connais pas le projet, mais est-ce que notre atlas va plus loin que ce projet? Et si le projet, l'atlas va nous aider à faire les plans de gestion des milieux humides et hydriques? Pour une première question par rapport au lac Saint-Jean, c'est peut-être qu'on parle ici de la cartographie des milieux humides, là, comme ça a été fait à l'échelle des basses terres. Le canard illimité est en train d'attacher les projets pour faire la cartographie pour la plaine agricole du lac Saint-Pierre, du lac Saint-Jean. Mais l'Atlas de Bon-Repos au lac Saint-Jean, c'est un projet du plan d'action Saint-Laurent, puis on va se tenir dans le sud, dans le système fluvial, puis en débordant un petit peu, on n'ira pas jusqu'au lac Saint-Jean. Puis pour ce qui est de l'utilisation pour les plans de conservation des milieux humides et hydriques, ben, comme j'ai dit tantôt, je pense que ça va être un incontournable à considérer dans la création, la production de ces plans de conservation-là à l'échelle des MRC. C'est ce qu'on souhaite, étant donné que la réflexion et les données qui ont été utilisées, c'est ce qu'il y a de plus à jour. Je pense que ça va être important à considérer. Peut-être que ça peut compléter. Il y a une question qui dit, est-ce qu'à partir du guide méthodologique produit, on pourra reprendre certaines méthodologies à l'extérieur des basses terres du Saint-Laurent? Sûrement. La réflexion est là. Il va y avoir la détermination de... On a choisi des critères de sélection, des critères de priorisation. La méthodologie peut s'appliquer partout en fonction des données disponibles, puis du contexte régional aussi. Là, la priorisation de matrices forestières en Gaspésie. En fait, on travaille aussi à développer un atlas des sites d'intérêt des milieux côtiers, de l'estuaire et du golfe, en utilisant un peu la même méthode. Ce n'est pas les mêmes données, ce n'est pas les mêmes critères, mais la réflexion derrière tout ça est la même. Donc oui, ça s'applique, ça va s'appliquer partout où on veut. Là. On nous demande si, ou c'est peut-être une suggestion, là, mais il est suggéré de mettre en place une équipe permanente qui pourrait s'occuper de l'actualisation de l'Atlas dans les années à venir. Merci. Je vais informer les gestionnaires. Pensez-vous que les démarches et outils développés pourraient être réalisés? Désolé, ça c'est posé comme question. Avez-vous prévu une fréquence de mise à jour des données de base? Au niveau de la carte d'occupation du sol, les basses terres, c'est un travail colossal sur lequel on travaille depuis déjà une couple d'années. La donnée va être en format vectoriel. Il y a peut-être une mise à jour qui pourrait être faite dans quelques années où on peut juste aller quantifier les changements sans refaire la carte comme telle. Les projets dynamiques des habitats, c'est souvent les changements qui sont cartographiés sans vraiment refaire une carte de base comme telle. Mais
Pour l'instant, on s'attaque à finaliser l'Atlas. La mise à jour, ben, la donnée géospatiale, puis la réflexion va être là. Fait que si on veut faire rouler les scripts dans une deuxième itération, pourquoi pas? Il faudra voir l'utilisation et l'intérêt du produit qu'on développe actuellement. Puis s'il y a vraiment un besoin de mise à jour, ben, ça pourra se faire dans une deuxième étape. Une autre question, je vais la transformer en suggestion. On suggère de prendre en compte l'intérêt des propriétaires privés dans le cadre de nos stratégies à venir, ou qui peuvent être des alliés ou sinon des adversaires. Là, donc, à prendre en compte dans vos développements stratégiques. Oui, bien merci. Je pense qu'il y a des gens qu'on côtoie comme toi, Andréane, les gens du CREC, les gens des ONG. Je pense que les gens sont très conscients de la réalité. On travaille dans les basses terres. C'est des milieux d'intérêt. Il y a des milieux d'intérêt écologique, mais il y a des milieux d'intérêt à développer aussi. Donc, ça va être de concilier les deux pôles. Là. Une autre question intéressante je sais qu'on a abordée, là, est-ce qu'on a analysé une façon de cartographier les services écologiques? Oui, Au début, on voulait faire, dans nos critères de priorisation, on voulait faire une série de critères basés sur les services écologiques. Je sais que Daniel, avec les milieux humides, il s'y est attaqué beaucoup. Puis il y en a retenu aussi, je pense, certains critères. Comme je disais, le projet a deux volets. Il y a la classe puis les stratégies de mise en œuvre. Puis dans les stratégies de mise en œuvre, c'est là qu'on va falloir qu'on utilise des arguments sur les services écologiques. Est-ce qu'il va y avoir des cartographies de services écologiques? Peut-être. Il faut les déterminer, il faut les quantifier. Il y a toutes les valeurs monétaires de ces milieux-là là, qu'on commence à avoir de plus en plus d'études au Québec et ailleurs. C'est sûr que l'enjeu de la conservation est très important. Il va falloir avoir des arguments de vente forts. Puis, au même titre qu'on peut cartographier les menaces, je pense que la cartographie de services écologiques, oui, c'est intéressant, mais on va s'y attaquer dans les prochaines années. C'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup. Une autre suggestion, et c'est pas la Fondation de la Faune qui le fait, mais quelqu'un suggère de se concerter avec les bailleurs de fonds, dont la Fondation de la Faune, pour faire des liens entre l'Atlas et les programmes de subvention, comme un peu tu avais indiqué aussi là, dans ta présentation. Oui, ben exactement. Si l'Atlas peut servir à orienter les priorités des programmes de financement, ben, tant mieux, étant donné que c'est un Atlas qui répond aux besoins fédéral, provincial, municipal et tout. Là. Dans question, est-ce que je vais te l'adresser, mais peut-être qu'elle va être adressée aux gens du ministère qui vont suivre les autres webinaires, là, mais qui vont faire les autres webinaires, mais est-ce que le MDDLCC prévoit compléter le cadre écologique de référence au niveau 5 au-delà des Basses-Terres du Saint-Laurent? Donc, la question est enregistrée. OK. Est-ce que, dernière question pour la fin de ce webinaire, est-ce que le potentiel d'atténuation face à certains risques naturels, comme les glissements de terrain, donc des menaces potentielles, va être pris en compte là, dans la sélection des sites à conserver? Ben, ça va être, les menaces comme telles vont être considérées dans le développement des stratégies de mise en œuvre. C'est ça la beauté des normes ouvertes pour la conservation, c'est qu'on va avoir identifié nos sites, on va se donner des objectifs, puis après ça, on va considérer les menaces pour déterminer les sites à prioriser et les actions à faire à chacun des sites. Les menaces potentielles d'origine naturelle, s'ils sont déjà répertoriés dans les documents de rétablissement existants ou dans les réflexions des experts des différentes cibles, oui, ils vont être considérés. Puis s'ils ne le sont pas, ben, j'invite les gens qui ont soulevé la question peut-être à nous contacter parce que moi, c'est un monde que je ne connais pas beaucoup. Là. Donc, oui, c'est intéressant, mais la plupart des menaces actuelles et potentielles vont être considérées dans le développement des stratégies de mise en œuvre. Donc, ça met fin à la période de questions. Je remercie beaucoup Benoît pour sa très grande générosité dans le cadre de cette présentation-là. On le voit à travers tous les commentaires qui ont été faits par les participants à quel point la webinaire était très intéressant. Donc, bon appétit à tous et merci de votre présence. On se donne rendez-vous le 30 janvier prochain. Et merci à vous. Ah. Bel job. Delphine? Oui.
Est-ce que c'est fermé? Je vais fermer. Salut, bye tout le monde. Donc, bravo, Benoît. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est le fun de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt et que les gens ont donné des bons commentaires. Là. Ouais, je ferme. Salut à tous. Donc, oui, il y a vraiment